Alors vous savez, c'est jamais hyper rassurant de fixer un premier rendez-vous avec un inconnu sur le bon coin. On s'imagine se faire voler, kidnapper, agresser et d'autres situations un peu du genre quoi. Alors salut, moi c'est Chris, on est sur Compte et vous savez que aux États-Unis, l'équivalent de Le Bon Coin, c'est un site qui s'appelle Craigslist. Et du coup, sur Reddit, avec mon équipe, on est allé dénicher 3 histoires vraiment flippantes de cet équivalent du Bon Coin. Comme d'habitude, on a rajouté des voix pour un peu plus d'immersion. Et au programme du jour, une colocation qui a été trouvée et qui se transforme en véritable piège, une visite de maison avec un particulier très particulier et une étrange annonce postée sur cet équivalent du Bon Coin qui va avoir des conséquences dans la vie réelle. Alors cette histoire nous vient de LOL de Morcette qui donne pas son prénom. Donc pour simplifier, du coup, on va l'appeler Barbara et son copain Joshua. Et en effet, parce que dans cette histoire, ils ont vécu à deux il y a une dizaine d'années. Et ils se rendaient tous les deux dans une petite ville des USA qu'ils n'avaient encore jamais visitée. Notre objectif, c'est de me trouver un nouveau logement. Je dois m'installer ici pour continuer mes études supérieures. Et donc, avant de venir, elle a passé des heures à chercher des logements sur cet équivalent du Bon Coin, donc Craigslist. Et le premier rendez-vous a eu lieu alors dans un quartier résidentiel assez isolé. Comme convenu par mail, j'appelle le proprio 1 heure avant la visite, mais pas de réponse. Avec Joshua, on décide de quand même aller voir la maison en espérant que l'homme sera là. Et environ 10 minutes avant l'heure prévue, le propriétaire rappelle. Et là, il a une façon très étrange et lente de parler. Tu viens toujours? Oui, on est déjà devant la maison. Comment ça, Mon petit ami m'accompagne. Vous ne m'avez pas dit que vous aviez un petit ami, vous ne l'avez jamais mentionné. Alors du coup, Barbara n'a évidemment pas pensé à prévenir qu'elle ne venait pas seule. En même temps, elle n'avait pas besoin en fait. Joshua vient juste pour m'aider à trouver un logement, il n'habitera pas avec moi. Je suis désolé, c'est juste que les gens ne me disent pas quand ils sont mariés, et ça me surprend. À tout de suite. Joshua n'est pas du tout à l'aise et il me dit qu'on devrait mieux partir. Malgré tout, j'insiste pour rester parce que j'ai pas non plus 1000 autres logements à visiter. Et alors qu'ils discutent, un homme sort de la maison qu'il s'apprêtait donc à visiter. Et c'est un jeune, d'apparence suspecte, qui a un peu les cheveux gras, vous voyez, des yeux furtifs. Et quand il les aperçoit, il court vers sa voiture et la voiture démarre et il se barre. Là, on commence sérieusement à s'inquiéter. C'est à ce moment que le proprio arrive derrière nous. C'est un homme à peu près dans la cinquantaine, qui est grand, imposant, mais ses yeux sont un peu vides, vous voyez, comme s'ils étaient dénués d'émotion. Il s'approche lentement de nous et il dit « Je vous serrerai bien la main, mais les miennes sont sales. » Là, Joshua, instinctivement, lui demande qu'est-ce qui les a rendus sales, et l'autre lui répond le travail. Puis il se tourne vers moi et me pose plein de questions en me fixant dans les yeux, sans jamais cligner les paupières. Je lui donne des réponses aussi vagues que possible par précaution. De son côté, Joshua lui pose plusieurs fois des questions. Mais justement, ce dernier ne lui répond pas. Il l'ignore totalement. Et là, tout à coup, il change de sujet, le proprio, et il leur dit « Je vais vous montrer le sous-sol. » À ce moment, n'importe quelle personne censée serait partie, mais pas moi. Je suis naïve, je pense que c'est tout simplement un homme de la campagne un peu excentrique. En revanche, son copain, encore une fois, lui, il veut vraiment se barrer, mais il peut pas abandonner sa copine comme ça se fait pas quoi. Donc, ils suivent l'homme à l'arrière de la maison, au fond du jardin. Il ouvre la porte d'une sorte de cabanon indépendant. À l'intérieur, il fait très sombre, on distingue à peine des escaliers qui descendent. Il allume un interrupteur, mais la lumière ne s'allume pas. Et du coup, il leur dit et il descend dans l'obscurité. Un peu plus bas, il s'arrête dans le noir, se tourne et me demande « Tu ne descends pas ?» Joshua répond à ma place « Mais il y a rien à voir, si la lumière est éteinte. » Le proprio reste immobile dans le noir pendant un long moment. Puis, il remonte lentement les escaliers et referme la porte sans dire un mot. On passe à la visite de l'intérieur de la maison. Juste après qu'il soit rentré dans la maison, la porte se verrouille automatiquement. Sachant que c'est la seule sortie de la maison, là, clairement, ils sont enfermés chez un inconnu. Légèrement glauque en plus. Joshua manipule la porte pour trouver comment la déverrouiller, mais l'homme lui crie dessus. « Laisse la porte tranquille !» Alors heureusement, il réussit quand même à la déverrouiller discrètement, mais sans le dire au proprio bien sûr. Et là, la visite de la maison commence. Le proprio prétend que le locataire actuel est un étudiant qui vient d'avoir son diplôme. Sauf que tout ressemble à une mise en scène avec zéro effort. Alors déjà, vous voyez, ça fait un peu mascarade. Il voit qu'il y a une pile de manuels scolaires qui se trouvent sur le bureau, mais qui n'ont pas de rapport. Il y a aussi un bol de fruits sur une table, mais il n'y a pas de nourriture dans le frigo et les placards. Il n'y a pas de vaisselle non plus, et il y a 3-4 t-shirts qui se battent en duel. Bref, ça semble pas être cohérent avec un étudiant. À chaque fois qu'on entre dans une nouvelle pièce, le proprio referme la porte derrière nous, un peu comme s'il cherchait à nous coincer. Mais encore plus inquiétant, Joshua remarque qu'il glisse constamment ses mains dans ses poches, comme pour essayer de prendre quelque chose. Mais dès qu'il voit qu'on l'observe, il le retire précipitamment. Finalement, on arrive devant la dernière pièce de la maison. Là, le proprio refuse catégoriquement de nous l'ouvrir, soi-disant parce que c'est juste le grenier qui a rien à voir.
Là, quand on lui demande pourquoi, l'homme répond que en fait la pièce n'est pas terminée, que c'est juste un stockage de meubles et que ça sent un peu mauvais, quoi. Donc bon, rien à voir. Bon, sur ce dernier point, je veux bien le croire, on sent une odeur abominable à travers la porte. Maintenant qu'on a tout vu, on trouve une excuse bidon et on sort aussi vite que possible. Là, le proprio les raccompagne, avec son pas un peu traînant, puis il fait semblant d'aller à sa voiture. Mais dès qu'il voit que le couple est parti, il fait demi-tour et il retourne lentement dans sa maison. Et ça, Joshua, il l'a remarqué. Cette expérience est la plus terrifiante de ma vie. Joshua est persuadé qu'on était vraiment en danger. D'ailleurs, en cherchant sur Google, il découvre 3 choses. Déjà, le propriétaire est assez connu et investi dans le village. 2, contrairement à ce qu'il avait écrit sur cet équivalent du Le Bon Coin, il ne gère aucune société immobilière. Et 3, la maison qu'ils ont visitée ne serait pas habitée par un étudiant diplômé, mais par lui-même. Après cette histoire, j'ai signalé l'annonce sur Craigslist. Et les commentaires sur Reddit m'ont convaincu de contacter la police qui a ouvert une enquête. Et l'enquête de la police a permis de découvrir des éléments encore plus mystérieux. Déjà, ils ont voulu vérifier si le fameux étudiant diplômé était bien en vie. Mais quand ils ont toqué à la porte, c'est le propriétaire qui a ouvert. Et il n'avait pas su dire dans quelle école il était, ni depuis combien de temps il louait la maison. La police a quand même demandé à entrer pour vérifier que l'étudiant n'était réellement pas là, et le proprio s'est montré très résistant, mais bon, il n'a pas eu le choix. Et là, les policiers n'ont trouvé aucune trace d'un potentiel étudiant, ni même de crimes qui auraient été commis ou de trucs comme ça. Par contre, ils confirment quand même le comportement assez étrange du propriétaire. Ils ont aussi senti l'odeur étrange qui venait du grenier. Et ils ont aussi remarqué des sortes de grands sacs bizarres qui, d'après le proprio, sont des grands sacs à tapis. Mais bon, comme les policiers n'avaient pas l'autorisation suffisante pour les ouvrir, ils en sont restés là. Une policière est entrée dans le cabanon pendant que son collègue restait en haut. Elle a descendu quelques marches et elle s'est cassé la figure. Parce qu'en fait, toute la dernière partie des escaliers était inexistante. Il n'y avait plus d'escaliers. D'ailleurs, certaines marches avaient complètement disparu et d'autres étaient en miettes. La cave était vide, mais ces marches manquantes, je me demande si c'était pas un piège. L'enquête s'arrête là, la police n'avait aucun élément concret pour aller plus loin. Mais il y a quand même un dernier événement qui est survenu, je vous le dis. Le lendemain du passage de la police, Barbara reçoit un mail d'un expéditeur inconnu. Le titre est « C'était toi ?» Je fais pas le lien tout de suite, j'ouvre le mail et il y a juste un lien. Je clique bêtement, mais mon logiciel antivirus détecte une menace et il détruit l'email. Finalement, Barbara trouve un logement à l'autre bout de la ville et elle n'a plus jamais recroisé ce propriétaire. Voilà, donc une histoire super étrange, on est d'accord. Ça ressemble à un escape game qui est très réaliste, on peut le dire quand même du coup. Bref, je pense que personne n'a envie de recroiser ce propriétaire. Et ça, justement, c'est une chance que la personne dans la prochaine histoire ne va pas avoir. Alors ce témoignage-là est raconté par Museum on Main, qu'on a décidé de renommer comme un accord avec nous-mêmes par Megan. C'est quand même plus simple. Alors faut savoir que Megan, elle a l'impression depuis toujours d'attirer les cinglés et les événements étranges. Ce qui rappelle d'ailleurs hyper vaguement en fait le personnage d'Ariane, l'héroïne du coup dans ce bouquin que j'ai écrit. Le médaillon d'Orient quoi. Mais en tout cas, l'histoire que Megan raconte commence au milieu de l'année 2013, dans une grande ville des États-Unis. À ce moment-là, j'ai 24 ans et je viens tout juste de terminer mes études. Donc en attendant de trouver un travail, je vis chez mon père. Alors son emploi du temps est très rythmé, faut le savoir quand même. Du coup, le matin, elle postule à des offres d'emploi et chaque après-midi, à la même heure, elle va faire du sport à 25 minutes de chez elle. Elle va dans un grand parc, situé dans un quartier un peu moins bien fréquenté. Mais bon, je croise jamais les mêmes personnes et je me suis jamais vraiment sentie en danger. D'ailleurs, elle précise qu'elle est fille d'avocat et elle est aussi la nièce d'un ancien agent du FBI. Ça aura son importance. Et du coup, on m'a toujours appris à analyser mon environnement, à détecter les détails suspects, enfin être quelqu'un d'alerte, quoi. Et justement, depuis qu'elle va au parc, elle n'a jamais rien remarqué d'anormal. Et un jour, chez elle, Megan va sur cet équivalent de Le Bon Coin pour regarder des petites annonces. Justement, vous savez, elle fait ça de temps en temps pour s'amuser et passer le temps. Et d'un coup, je vois un post intitulé « Je dois parler à la femme que je vois au parc ». Et là, c'est bizarre parce que l'annonce est située dans la ville où elle habite. Alors Megan clique dessus par curiosité. Et là, le message est plein de fautes. Mais malgré tout, Megan se rend vite compte d'un détail. La description qui est faite de la femme, c'est elle. Enfin, c'est la sienne. Donc tous les détails sont là, ma tenue de sport, mon physique, l'heure à laquelle je vais courir et même la couleur de mes baskets. Et à la fin, l'auteur de l'annonce dit qu'il veut en savoir plus sur elle, qu'il ressent une sorte de connexion. Et là, je commence clairement à bien flipper, parce que je suis un petit peu curieuse de savoir comment quelqu'un peut savoir autant de détails sur moi, et surtout sachant que je n'ai jamais remarqué qui que ce soit en train de m'observer.
Et donc elle décide quand même de mener l'enquête. Là elle se crée un compte Gmail anonyme et elle contacte l'auteur de l'annonce sur Craigslist. Donc c'est équivalent du Le Bon Coin, voilà. On commence un peu à discuter par message et là le mec me dit qu'il s'appelle Mike. Donc au début je pense que c'est peut-être un blagueur, mais assez rapidement il fait un truc tellement flippant que j'ai toujours du mal à y croire. Parce qu'il lui envoie 7 photos d'elle en train de faire son jogging dans le parc. Waouh. Là, sachant que les premières datent de plusieurs mois et les dernières de seulement quelques jours. Bref, typiquement, vous voyez le genre de photos du harceleur typique qu'il a pu prendre en cachette avec un téléphone. Après quelques minutes, je reçois un nouveau message qui demande « C'est toi ?» Donc là, je commence vraiment à paniquer, mais je me dis que ce serait aussi bien de collecter un max d'infos sur ce mec. Bon, elle va pas répondre à sa dernière question et elle fait semblant de s'intéresser à lui. À partir de là, elle apprend que l'homme a 33 ans, c'est un ancien militaire, il mesure 1m85, il est brun avec des tatouages et il travaille dans un bureau apparemment près du parc. Et d'ailleurs, il lui écrit même « Quand je cours, je ralentis pour te regarder ». Donc là, je cherche dans mes souvenirs, sauf que ça me dit absolument rien en termes de description physique. Et je finis par lui demander une photo de son visage en espérant rien recevoir de ses Là, 30 minutes plus tard, elle reçoit 3 photos. Et clairement, ce sont 3 fausses photos de 3 hommes différents. Alors, Megan lui fait remarquer, c'est pas normal. Oh, là, l'homme lui donne alors son numéro de téléphone, lui dit « Appelle-moi et on va s'expliquer ». Ce numéro, je me dis que c'est un indice de plus. Et en le tapant sur internet, je découvre qui est vraiment Mike. Parce que apparemment, de son vrai prénom, il a en fait 42 ans et il vit avec sa mère à côté du parc. Et malgré ma peur, ma curiosité va me pousser quand même à l'appeler en numéro masqué. Là, elle l'a au téléphone et elle sent que cet homme à l'autre bout du fil essaye de maintenir le mensonge. Jusqu'à ce qu'il s'effondre quand même d'un coup et il admette qu'il a vraiment 42 ans, ouais. Et il envoie alors une autre photo en disant que cette fois, c'est bien lui. Et là, je découvre un homme très corpulent, crasseux, qui semble vraiment vivre dans la misère. Probablement financière et sexuelle, hein, on s'entend. Pourtant, au téléphone, il n'arrête pas de parler de ses voitures de luxe, de son argent, de ses maisons de vacances. Bien sûr, ses maisons de vacances. Et là, d'un coup, sans prévenir, c'est comme s'il se transformait. Il devient hyper sexuel, il me raconte en détail comment il aime regarder les femmes faire du sport en vêtements moulants, enfin vraiment c'est dégueulasse quoi. Et Megan se sent de plus en plus mal à l'aise. Elle trouve une excuse et hop, elle raccroche. Et au dernier moment, Mike lui dit qu'elle peut le retrouver dans un bar mexicain près du parc, où il va souvent. En panique, j'appelle directement Bobby, un de mes meilleurs potes, qui est un excellent avocat et qui est presque comme un grand frère pour moi. Elle lui raconte alors l'histoire et lui, en entendant tout ça, il est vraiment effaré pour ce qui arrive à Megan, mais en même temps, il est aussi très curieux. Et alors, ensemble, tous les deux, ils imaginent un plan pour surveiller le bar, dans le but d'observer ce Mike. On se donne rendez-vous le samedi soir prochain, un moment où le bar semble être très fréquenté, et les jours suivants, Mike tente régulièrement de relancer la conversation par mail. Donc évidemment, je ne retourne jamais au parc de toute la semaine. Là, le samedi soir, Bobby passe chercher Megan comme prévu et ils vont ensemble au bar mexicain. Et là, justement, le plan est que Megan reste dans la voiture, garée, au coin de la rue. Pendant ce temps, Bobby, lui, il ira boire un verre au bar en essayant discrètement de repérer ce fameux Mike. Donc après à peu près 40 minutes d'attente ultra stressante, Bobby revient et saute dans la bagnole. D'habitude, il est plutôt de nature calme, sauf que là, il a l'air complètement secoué et ça lui ressemble pas quoi. Là, il insiste pour démarrer la voiture et rouler un petit peu et ne pas rentrer tout de suite chez eux. Et après plusieurs minutes de silence, là, il décompresse un petit peu et il raconte enfin ce qui s'est passé. Donc comme prévu, Bobby rentre dans le bar et pendant qu'il commande un verre, un homme s'assoit à côté et commence à lui parler. Alors cet homme est très bavard, mais il semble sobre. Et il ressemble fortement à la photo que ce fameux Mike avait envoyée à Megan. Une sorte d'ancien bodybuilder, vous voyez, déformé par sa carrière. Le gars commence à parler de sa richesse, de ses voitures, de ses maisons, exactement comme le Mike m'a fait au téléphone. Et soudain, le gars commence à monter d'un ton, il s'énerve de jamais rencontrer de femmes honnêtes, il raconte qu'il surveille les femmes, mais que les choses n'aboutissent jamais, sauf quand il prend les choses en main. Et il sous-entend qu'il aurait déjà forcé des femmes à faire des choses. Là, Bobby se dit « Ok, bon, j'en ai assez entendu, je vais me lever, je me barre ». Sauf qu'au moment où il se lève, Mike se penche vers lui, très proche, et il lui dit « Tu peux dire à Megan que je l'attendrai au parc lundi ». Quand Bobby me raconte ça, j'en ai la chair de poule. Je n'ai jamais révélé aucune info perso à Mike, ni mon prénom, ni mon âge, ni quoi que ce soit. Et Bobby, évidemment, n'a jamais parlé de moi, on est juste terrifiés tous les deux. Bref, très clairement, après cet événement, Megan évite le parc et elle ignore d'ailleurs les messages de Mike. Lui, il lui envoie régulièrement des mails de désespoir, de haine, parfois purement sexuels.
Et ainsi, les mois et les mois passent sans incident. Et elle finit par oublier toute cette histoire. Enfin, elle finit par passer outre en tout cas. Entre-temps, je change de portable, de numéro, en faisant très attention à qui je le donne. Puis un jour, en sortant du travail, je découvre 5 appels manqués et 5 messages vocaux d'un numéro inconnu. C'est une voix d'homme qui chante la chanson Me So Horny avec différents accents. Il prononce plusieurs fois mon prénom et des menaces sexuelles. Et dans ce lot de messages masqués, il y a un 6e appel qui lui cette fois-ci n'était pas masqué et il se trouve que ce numéro était celui de Mike. Donc je bloque le numéro, mais je me demande comment il m'a trouvé, comment Mike a eu toutes ces infos sur moi, malgré toutes les précautions que j'ai pu prendre. Alors on n'aura pas les réponses, sauf que du coup peut-être au niveau du prénom, parce qu'il connaissait le prénom de Megan alors qu'elle lui avait jamais donné, il est possible que lorsqu'il l'épiait, quand elle était au parc, s'il entendait parfois ses conversations à Megan, il ait pu entendre aussi son prénom popper. Mais c'est loin d'être sûr. En tout cas, le mystère reste entier et peut-être mieux vaut ne pas fouiller trop profondément dans celui-ci. Et justement, je vous propose de passer à la 3e et dernière histoire sur une colocation qui va se transformer en piège et tout ça à partir d'une petite annonce toute simple sur cet équivalent du Le Bon Coin. Alors cette histoire est racontée par Max Barker et quand il a 21 ans, faut savoir qu'il déménage à San Francisco pour ses études. Et là il trouve un super appart sur Craigslist, donc l'équivalent du Bon Coin, et grosso modo, il se trouve que sa chambre se trouve en coloc, l'appart est propre, proche du campus, avec un loyer raisonnable, bref, c'est le top. L'autre coloc est une fille de 29 ans qui s'appelle Beth. Elle est grande et corpulente avec des cheveux noirs et un maquillage pâle. C'est quelqu'un d'assez calme et réservé, néanmoins elle semble très impatiente de m'accueillir. Et dès le début, il sent qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle. Et le premier soir, pour une bonne ambiance, ils vont au resto manger une pizza. Et durant tout le repas, Beth répète en boucle à Max qu'il ressemble à l'acteur Shia LaBeouf. Vous savez, celui-là. Voilà, il lui ressemble. Bon. J'avoue que je sais pas trop quoi répondre à ça parce que je lui ressemble pas du tout. Et de retour à la coloc, je jette un œil à la chambre de Beth. Elle est tapissée de posters, de films, de photos de Shia LaBeouf. On sent qu'il y a une fan, quoi. C'est peut-être pas pire que Johnny, je pense. Bref, il n'y a pas de doute, elle est littéralement obsédée. Alors, Max est assez mal à l'aise par ça. Les gens obsédés, c'est jamais toujours des gens faciles à vivre, mais bon, c'est quand même abusé qu'elle ne pense qu'à ça. Au fil des semaines, je croise rarement Beth. Dès qu'elle rentre du travail, elle se précipite dans sa chambre et ne ressort quasiment pas. Par contre, je l'entends. Parce qu'à travers les murs, il entend son rire aigu et effrayant à toute heure de la nuit. Et ça fait flipper. D'ailleurs, de temps en temps, elle sort brièvement, elle parle toute seule. Et vu comme elle bégaye, Max comprend qu'en fait, elle est probablement tout le temps bourrée. Parfois, elle sort dans le couloir et elle reste plantée là à m'observer en silence. Quand je me rends compte, je lui dis « Salut Beth !» Mais elle me répond pas. Soit il y a un long silence gênant, soit elle se remet à rire bizarrement. Bref, pour résumer, Beth est une coloc et une présence un peu inquiétante dans l'appart. Une nuit vers 2h du mat, je suis réveillé par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre. Je sors de ma chambre, toutes les lumières sont éteintes, mais j'arrive à distinguer Beth. Bref, elle est devant la porte et son visage est collé contre la serrure, qu'elle fait tourner dans le vide. Et chaque fois qu'elle fait tourner le verrou, elle marmonne mon nom. Max Barker, Max Barker, Max Barker. Là, Max, qui est juste à côté, ça le terrifie. Il me dit, mais pourquoi elle répète mon nom, celle-là? À 2h du mat, comme ça lui fait penser à la fille dans The Ring, vous voyez, mais en plus grande. Bref, lui, il retourne discrètement dans sa chambre, pas rassuré du tout, et il essaye de dormir. Un autre soir, je regarde tranquillement Gladiator quand elle sort de sa chambre en titubant. Elle allume brusquement la lumière du salon. Sans aucun contexte, elle me demande si je vais entendre parler de son ex. Alors, Max est déstabilisé et il lui dit ouais, ok. Elle lui raconte l'histoire et au fur et à mesure, elle s'énerve de plus en plus. Elle en vient même à hurler de toutes ses forces, sans exagération. Pour vous dire, j'ai même peur que les voisins appellent la police. Tout à coup, dans un accès de colère, elle me hurle « Je vais lui trancher la gorge à cet enfoiré !» Là, c'est le déclic et Max se dit « Ok, je sais pas à qui j'ai affaire, je sais pas de quoi elle est capable. » Et là, je pense pas que le « Just do it » de Shia LaBeouf est une bonne chose à avoir en tête. Just do it! Finalement, elle se calme et elle me remercie de l'avoir écoutée avant de se remettre à rire de manière flippante. Max en profite pour filer rapidement dans sa chambre, sauf que évidemment il n'est pas du tout serein d'être dans le même appart que cette meuf. Et le pire justement, c'est que il n'y a pas de serrure sur la porte de sa chambre. Du coup, tous les soirs, pour me rassurer, je pousse ma commode devant la porte pour la bloquer. Et une nuit, je suis réveillé par un bruit. C'est ma commode qui frotte le sol. Alors là, il allume la lumière et il crie à Beth de s'arrêter. Et effectivement, c'est bien elle qui était en train de pousser la commode parce qu'il peut la voir à travers l'ouverture de la porte. Elle est complètement bourrée, les yeux remplis de folie. Je referme la porte en vitesse et je lui crie de retourner se coucher. Apparemment, elle obéit parce que je l'entends aller vers sa chambre. Et après ça, impossible, évidemment, pour Max de se rendormir. Puis, le matin même, en sortant dans le couloir, là, Max sursaute. Parce que devant sa porte, il découvre un gros couteau à viande. Clairement, ça lui fout les chocottes.
Je me rappelle de la menace de Bev de trancher la gorge de son ex. Quand je vais lui parler, elle prétend ne se souvenir de rien de ce qui s'est passé cette nuit. Elle ne se souvient même pas d'avoir parlé de son ex avec moi. C'est dire les dangers de l'alcool. Vraiment, faites attention, ne buvez pas trop. En tout cas, clairement, pour Max, c'en est trop. Il prend ses clics et ses claques et il déménage dans la journée même. Un mois plus tard, je rallume mon téléphone en sortant du cinéma. J'ai reçu 40 SMS. C'est Bev qui m'a écrit des trucs sans queue ni tête. Salut, comment tu vas? Et juste après, putain, je te déteste! Alors Max n'y a jamais répondu, et d'ailleurs il n'a plus jamais donné de nouvelles depuis. À elle. Ça ressemblait beaucoup trop, en fait, au comportement d'une ex un peu trop toxique, on va dire. Hein. Mais alors que c'était pas son ex. Enfin, ex-coloc, quoi, mais c'est tout. Aujourd'hui, je me demande toujours, si j'avais pas placé ma commode devant ma porte, est-ce qu'elle serait rentrée tranquillement? Est-ce qu'elle m'aurait tranché la gorge? En tout cas, régulièrement, ça le fait flipper, quoi. Et je peux le comprendre. Ça donne clairement pas envie de se faire une coloc avec quelqu'un qu'on connaît pas, quoi. Même si, heureusement, la plupart du temps, ça se passe bien et que quand ça se passe un peu moins bien, ce sont des problèmes plus de type « Ah, on n'est pas raccord sur l'hygiène, sur la propreté, sur les tâches ménagères, mais pas sur le fait d'être fan d'un acteur très connu. » Just do it! Non, ne le faites pas. Don't do it. Voilà, j'espère en tout cas que ces 3 histoires qui nous viennent de cet équivalent du Le Bon Coin américain vous ont plu. Si vous avez des mauvaises expériences sur Le Bon Coin, n'hésitez pas à en parler. Personnellement, je pense pas que ça me soit déjà arrivé. Généralement, c'est très simple. Moi, c'est pour vendre des meubles ou des trucs comme ça. Les gens, ils passent, on discute 3-4 phrases, ils prennent le meuble, ils le testent. Ah oui, c'est bon, ils se cassent et puis voilà. Bon, est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce qu'il y a des trucs plus croustillants? Racontez-moi tout ça. Et sur ce, moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bonsoir.